Et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise. Alors c'est une semaine sociale qui s'annonce, marquée par des rassemblements dans les magasins Carrefour en raison des 2400 suppressions de postes annoncées. La CGT est à la manœuvre, la France Insoumise ne sera pas loin? Oui, moi j'y serai tout à l'heure, notamment à Montreuil. Les Parisiens connaissent ce grand Carrefour Porte de Montreuil. Il y a un rassemblement syndical, j'y vais, c'est ma circonscription. Il faut défendre l'emploi, c'est vraiment très caricatural. C'est un groupe qui a fait des profits importants, des bénéfices importants grâce à ses salariés, qui continue à faire des bénéfices, mais là, qui prévoit de supprimer 2400 emplois. Moi, ce qui me choque, c'est qu'en raison du CICE, des différentes aides, vous savez, de baisse de cotisation, en quelque sorte, on a donné de l'argent public à ce groupe, il y a quelques années, pour lui dire créer de l'emploi. Il n'en a pas créé, il va en supprimer, et j'ai fait le calcul, si on reporte les 2400 emplois par rapport aux 1 milliard qu'ils ont touché d'aide publique sur 3 ans, en fait, on a donné 150 000 € d'emplois publics pour chaque emploi licencié. D'argent public. Ouais, je trouve ça scandaleux et j'ai dit à M. Bompard, rendez l'argent. Parce que cet argent, on vous l'a donné pour que vous créez des emplois, pas pour en supprimer. C'est le slogan proposé par la CGT, Bompard rend les milliards. Alexandre Bompard, qui est le PDG de Carrefour. Oui, c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que quand la collectivité, la nation fait le choix, et moi je n'étais pas d'accord, mais fait ce choix durant le gouvernement Hollande de dire on va baisser les cotisations pour créer des emplois. À l'époque, on donnait de l'argent pour sauver l'emploi. Maintenant, on donne de l'argent public pour financer des licenciements. Ça va pas. Qu'ils rendent l'argent. Ou alors qui protège l'emploi. L'emploi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Franchement, le chômage de masse aujourd'hui, ça suffit. Ces grands groupes bénéficiaires, ils ne peuvent pas utiliser 2400 personnes, et même en vérité 10 000 selon les organisations syndicales, parce qu'il y a la face immergée de l'iceberg. C'est ce que dit la CGT. Oui, mais il y a 237 magasins. Suppression de postes et de départ volontaire. Oui, on verra. Mais il y a quand même 237. Bah oui, on a de quoi. Il y a quand même 237 petits magasins après qui sont visés. Carrefour dit qu'il reprendra peut-être la moitié des gens. Enfin, tout ça est très confus. Alors, c'est pas non plus pour le plaisir. Carrefour souhaite accélérer dans le bio, ainsi que le commerce en ligne et les commerces de proximité. Ils essaient en fait d'accompagner nos changements de consommation, de mode de consommation. Ça, effectivement, il y a une chose qui est, premièrement, les erreurs qui ont été faites les années précédentes, c'est que sur ces bénéfices réalisés, la part qui repartait aux dividendes aux actionnaires était plus importante que ce qu'ils mettaient vraiment pour améliorer l'outil de production. De toute façon, Carrefour, je vais vous dire, je n'aime pas ce modèle. Ces grands groupes qui pressent nos agriculteurs, qui les prennent à la gorge, qui ont des effets détestables sur notamment les prix, etc. C'est pas le modèle. Mais qui emploie plus de 100 000 salariés. Certes, alors qu'il faille une reconversion. J'entends bien, mais il faut des commerces de proximité, il faut peut-être développer le commerce en ligne, mais pas sur ce modèle du fric, pardon de le dire comme ça, mais plutôt sur un modèle qui permet que notre agriculture, et une agriculture raisonnée, raisonnable, puisse avoir lieu. Mais quand je parle de la révolution numérique et de ce virage, sans doute. Forcément ça passe par une restructuration. Oui, mais peut-être pas par le fait que 2400 personnes se retrouvent sur le carreau. Je répète, c'est des groupes qui font des marges bénéficiaires très importantes. Peut-être qu'il faut moins... C'est un plan d'économie de 2 milliards là. Oui, mais ils ont reversé beaucoup d'argent à leurs actionnaires. Et c'est ça qui, moi, me scandalise. On les connaît tous, les gens de Carrefour. Que pouvait faire Carrefour, qui est passé du numéro 2 mondial du secteur de la distribution au numéro 9 ? Oui, sans doute qu'ils ont raté, on l'a dit. Aujourd'hui, je crois que 20% de leur chiffre d'affaires, ils représentent 20% des grands commerces qu'on connaît, de ces grandes surfaces, et seulement 8% du e-commerce, comme on dit. Mais ça, ils se sont plantés précédemment. C'est-à-dire que les années précédentes, quand il fallait prendre le tournant, le patron, M. Bompard, qui gagne quand même 10 millions d'euros par an. Il vient d'arriver, il a été nommé il n'y a pas un an. Oui, d'accord, mais c'est quand même un monsieur qui gagne 10 millions d'euros par an quand on regarde son salaire. Bon, il y a une lourde responsabilité. Je n'accepte pas que les erreurs qui ont peut-être été faites stratégiques, ce soit les salariés qui en payent les frais. C'est ça que je dis. Alexandre Bompard, il a été nommé il y a un an, pas pour prendre sa défense, mais il est là depuis à peine un an. Il s'appelle, son surnom c'est Pentium 12 pour sa réactivité, son intelligence. Est-ce que vous faites confiance à son cerveau pour recréer des emplois? Mais je ne conteste pas l'intelligence de ce monsieur, c'est pas le sujet. La question, mais est-ce que vous lui faites confiance pour recréer des emplois? Non, je ne lui fais pas confiance, c'est ce que je suis en train de dire. Je pense que ce qu'il va chercher à faire, c'est à prendre un tournant qui va continuer à être sous la pression. Il faut de la rentabilité, donner à ses actionnaires, donner des dividendes plus importants. C'est-à-dire que si on donnait moins aux actionnaires et qu'on améliorait l'outil de production, qu'on payait mieux les gens accessoirement, et que même on faisait ces virages que vous évoquez, moi je suis pas fermé. Le e-commerce, et surtout sortir de ce modèle de la grande surface qui, une fois de plus, presse dans beaucoup d'endroits les agriculteurs qui, eux, ne gagnent même pas leur vie. C'est leur faute à eux, à lui, pas de ce qui symbolise, M. Bompard, de ces grands groupes. Donc il faut tout repenser. Mais c'est pas les salariés qui doivent en faire les frais. Et donc, je le disais, premier employeur privé en France, Carrefour. 115 000 emplois. Aujourd'hui, ils doivent faire donc un plan de transformation. Est-ce que vous ne pensez pas que ce plan de transformation peut être un plan de sauvegarde des emplois de demain ?
Ben, si c'est le cas, je veux bien. Moi, je suis là mobilisé tout à l'heure pour dire sauvegardons, améliorons l'outil de production, modifions ce rapport du tout grande surface. J'ai pas de problème. Donc, Ce que je vois, c'est que la discussion commence dans un groupe qui réalise 1 milliard de bénéfices chaque année par le fait que 2400 personnes vont se retrouver sur le carreau et même 10 000 selon les organisations syndicales quand on regarde. Et ça, et je que ne comptez-vous veux faire pas. à part manifester tout à l'heure, à part vous rassembler tout à l'heure Notamment, réellement, que comptez-vous faire? Déjà, par la loi, moi, si j'étais ministre, je dirais à ce groupe, vous avez touché de l'argent public, je reviens à ce que je disais Mais tout vous à n'êtes l'heure. pas ministre, donc en tant que député et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, moi, vous j'ai un faites pouvoir quoi? d'interpellation. Quand Audrey Crespo-Mara m'invite, je viens et vous me donnez la parole et je vous en remercie. Mon pouvoir, il est là. Et de dire aux gens, mobilisez-vous, les salariés et aussi les citoyens et quelque part les consommateurs. Et on peut utiliser l'arme du boycott aussi. Ça peut faire mal un groupe comme ça, lui dire sauver les emplois. Aussi, ça peut pas faire plus de mal aux salariés non, de oui, boycotter attendez, on verra. une Ça peut calmer le jeu et dire que c'est pas des gens qui doivent faire les frais. Deuxièmement, il faut aussi, je répète, c'est un ensemble. Moi, je suis pas un défenseur du modèle Carrefour, c'est tout l'inverse. Mais dire à cette occasion, on va tout repenser. Et ces grandes surfaces qui détruisent une fois de plus beaucoup, souvent le petit commerce, parce que moi, je suis pour la défense du petit commerce. Et ce que je disais tout à l'heure, je le répète pas, notamment notre modèle agricole avec des prix insoutenables. Tout ça doit être repensé. Mais avec une chose qui doit tout surplomber, c'est pas les salariés qui doivent en faire les frais. Venons-en aux émeutes autour des promotions sur les pots de Nutella. Alors la réponse du gouvernement, ça a été d'encadrer ces promotions. La réponse du patron d'Intermarché, ça a été d'en finir avec ces promotions 70%. J'imagine que vous trouvez qu'on prend le problème à l'envers? Oui, parce que finalement, ce que tout ça révèle, c'est aussi des situations de pauvreté, sur le fait que ces quelques euros qui étaient gagnés sur cette pâte à tartiner, pour beaucoup de gens, c'était un effet d'aubaine. C'est de la malbouffe, mais ça exprime, il ne faut pas être méprisant par rapport à ça. Ça veut dire que pour beaucoup de gens, il y a des budgets extrêmement serrés. C'est surtout ça que j'ai vu. Attention, on est dans un pays où il y a 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, vous avez des régions entières dévastées, et où c'est souvent le seul dessert, qui n'est pas le meilleur dessert d'ailleurs, sur le plan de la santé publique, mais qui était l'occasion pour des mamans, des gens de dire je vais faire plaisir à mes gamins, je vais en acheter un peu plus et tout. Et ça on doit d'abord le voir par le prisme il y a trop de pauvreté dans ce pays, trop de misère. Et quand le gouvernement entend justement encadrer ces promotions, c'est aussi pour protéger les producteurs. C'est ce que vous veniez de défendre comme argument dans l'actualité groupe précédente. Nutella, Nestlé, je ne crois pas qu'il ait besoin d'être protégé par quoi que ce soit. Moi, ce que je trouve insupportable... Non, les promotions 70% en général. Oui. Non, mais bon, là, c'est vraiment, on touche complètement de choses. Ils avaient un surplus qu'ils ont vendu, ils ont fait... Bon, moi, ce qui m'intéresse plus, une fois de plus, c'est ce qu'il faudrait encadrer, c'est permettre que les producteurs de lait, eux, puissent vraiment vivre de leur boulot, que nos agriculteurs puissent vivre. C'est ça le modèle qu'il faut défendre. Dans cette affaire, ce qui m'a choqué, c'est qu'on a un peu moqué parfois ces bousculades, qui étaient un peu effectivement assez pitoyables, mais surtout c'était des pauvres gens. Oui, ça révèle un vrai problème de pouvoir d'achat. Qu'il faut pas. Moi, je me moque pas de la pauvreté, franchement. Venons-en à l'idée de plan de départ volontaire dans la fonction publique. Alors l'objectif du quinquennat, c'est moins 120 000 fonctionnaires. Dynamitage de la fonction publique. Les syndicats n'ont pas de mots assez durs pour qualifier cette réforme. Quels sont les vôtres? Moi, j'ai les mots assez semblables. C'est-à-dire que le statut de fonctionnaire, il permet que, quels que soient les pouvoirs politiques qui passent, nos policiers, nos enseignants, etc., ne sont pas sous la pression d'un employeur. D'accord? Ils ont un statut. Ça veut dire ça, le statut. Ils gagnent parfois moins d'argent que dans le privé, dans beaucoup de secteurs, mais ils ont une stabilité de leur boulot, etc., etc. Bon. Ce que prévoit M. Darmanin, c'est lui, il va affaiblir le statut. Il dit, je vais supprimer des postes de fonctionnaires. S'il va jusqu'au bout, on verra. Et je vais transformer sur des contrats d'ordre privé tels qu'on les connaît. Alors, premièrement, ça affaiblit, je répète, la fonction publique. C'est une modification progressive de ce statut, cette disparition. Et puis, deuxièmement, ce que j'ai pas aimé, c'est l'argumentaire qui consiste à dire, il faudrait, pour la souplesse de la fonction publique, mais c'est déjà le cas. Moi, je suis enseignant dans beaucoup d'établissements aujourd'hui. Vous avez 25% parfois des collègues qui sont pas des fonctionnaires comme moi. Moi, j'ai passé un concours, mais qui sont des gens embauchés sur des contrats qui, à la fin de l'année, ne savent pas s'ils vont être rembauchés. Il y a déjà de la précarité dans la fonction publique. À quoi ça sert? Est-ce que c'est bon? Moi, je crois pas. Mais est-ce que vous trouvez que la fonction publique aujourd'hui marche tellement bien, l'école marche tellement bien, l'hôpital marche tellement bien qu'il faille rien changer? Non, il marche pas bien. Marche pas bien. Il y a beaucoup de souffrance. Mettre davantage de mérite, par exemple, le mérite individuel, davantage récompensé. Mais faisons-le, voire même au-delà du mérite, payons mieux. On a les enseignants les moins bien payés. Je prends ce sujet. Nos instituteurs sont, je sais pas, par rapport aux Allemands, on est 20 fois moins payés dans le premier degré qu'en Allemagne. Comment ça se fait? Il y a le gel du point d'indice des fonctionnaires depuis 2000. Bon, ça, on est mal payé. Allez demander à un policier qui risque sa vie s'il est bien payé. Dans les hôpitaux, les gens sont sous pression. Moi, j'étais prof en Seine-Saint-Denis. Aller travailler en Seine-Saint-Denis face à souvent des gamins en difficulté, etc. C'est dur, on commence un salaire donc, autour de 1700. Changer le statut des enseignants, ça peut aussi avoir changer le statut, c'est-à-dire, moi, je suis pour. Est-ce que vous voulez, que lorsque vous avez un gouvernement qui arrive, c'est lui qui décide de pouvoir licencier un fonctionnaire ou pas? Moi, je suis pour l'indépendance de la fonction publique. Non, mais là, ce dont on parle, c'est avec l'assentiment des personnes concernées. Il veut faire partir des gens.
pour remplacer par des contrats privés. C'est ça que je dis, qui me pose un problème, qui est un affaiblissement du statut. Autre actualité, premier jour de procès pour Salah Abdeslam qui vient d'arriver, ça y est, à Bruxelles. Le temps du procès, il est hébergé dans la prison au Vendin-le-Vieil, dont on a parlé après l'agression de surveillants. Les victimes des attentats du 13 novembre veulent savoir comment il va se comporter. Va-t-il parler? Elles espèrent que quand il sera jugé en France, il pourra leur dire des choses et leur donner des réponses. Est-ce que vous redoutez, vous aussi, le mutisme d'Abdeslam? Bien sûr, il faut qu'il parle, ça sert à ça un procès. Il faut qu'il parle. Les gens ont besoin, bien sûr, les familles des victimes, nous tous, on a besoin de comprendre. Quelque part, j'ai envie de dire qu'il assume, qu'il explique, qu'il donne, qu'on puisse voir quel est le circuit, comment ces gens arrivent à ces gestes fous. C'est ça, il doit... Bon, est-ce qu'il le fera? Je ne sais pas. Ils ne se sont pas vraiment fait connaître pour leur courage et leur intelligence, tous ces gens. Mais le procès doit être un moment où la parole se libère. C'est là où l'avocat est utile, le juge aussi, faire parler. Il faut qu'il s'ouvre pour qu'on puisse voir comment ça ne se reproduise plus, bien sûr. Peut-être qu'il peut se fermer et empêcher ça, je ne sais pas. Je souhaite vraiment, à la fois je comprends pour les familles qui ont besoin de comprendre, et puis nous, pour tous, pour la société, de voir une fois de plus quels sont les cheminements intellectuels de ces gens pour devenir... ces brutes et ces assassins tels que c'est le cas. Pendant que vous exprimez, voilà, les avocats sont en train de s'exprimer. L'avocat a un rôle important aussi. Des parties civiles, avocat d'Abdeslam. Vous entendez ce que dit l'avocat d'Abdeslam? C'est, vous comprenez, mon client se sent épié en permanence dans la prison où il est surveillé à Fleury-Mérogis. Moi, j'aimerais dire un mot de manière générale sur le rôle des avocats. Parce qu'ils se sont épiés. C'est sa défense. Hein. On verra. Un mot plus général sur les avocats. L'avocat est là pour défendre un client. Je trouve bien souvent dans le jeu médiatique, j'ai élargi le sujet, des avocats ont dit des choses, on a eu l'impression que c'était scandaleux. Mais l'avocat, il doit dire des choses qui, à un moment donné, sont un peu particulières. Vous parliez de Darmanin, là, entre Oui, ou d'autres choses, de Darmanin, ou d'autres affaires, ou dernièrement même sur l'assassinat de cette dame, le mari, etc. L'avocat, lui, il prend la parole et c'est pas il faut pas l'identifier à son client. Donc il dit ce qu'il a à dire. Il faut que lui-même permette que, comme on vient de le dire, la vérité puisse avoir lieu, que la parole se libère, y compris du potentiel coupable, et pour que, dans ce moment de vérité, justice puisse être rendue. C'est pas simple, hein. Ne faisons pas un tribunal médiatique, parfois, une fois de plus, on identifie ce que dit l'avocat avec ce qu'est l'avocat comme un être humain. Comment va Jean-Luc Mélenchon ? Depuis 6 mois, il fait du Airbnb quand il va à Marseille. Ça vous paraît pas incohérent qu'il fasse du Airbnb, lui qui a tant dénoncé l'optimisation fiscale d'Airbnb? Surtout que c'est pas vrai en plus, il n'en fait pas vraiment. Mais il le dit. Oui, il l'a dit, mais bon, bref, c'est pas grave. Non, mais il est hébergé de différentes façons, il cherche un logement à Marseille. Mais faire du Airbnb quand on dénonce l'optimisation fiscale, c'est un peu incohérent, non? D'accord, mais c'est pas toujours bien de faire du Airbnb. Une fois de plus, il n'est pas tout le temps logé à Airbnb. Et il est, surtout c'est le député de Marseille, il est très heureux d'être... C'est beau. Je sais pas comment vous dire, vous savez, c'est un pied noir, Jean-Luc Mélenchon. Et oui, donc il retrouve la Méditerranée, c'est ce qu'il dit. Ça lui plaît et il prend beaucoup de bonheur. C'est une ville qui est... Mais alors, il dit aussi, pour revenir sur le Airbnb, sur son problème de logement, je suis exigeant, je veux voir la mer. Il ne faut pas que ça coûte trop cher parce que je suis un peu rapia. C'est pas un peu indécent de parler de ses économies aux Français en mal de pouvoir d'achat quand on est millionnaire? Non, je vois pas en quoi, non. C'est vrai qu'il est attentif aux dépenses. Non, mais en quoi il parle pas... Il est millionnaire, il n'a pas besoin de compter, les sous. Ah si, 1,4 million. Oui, non mais d'accord, il possède un appartement à Paris qui a pris de la valeur comme beaucoup de gens. Non mais c'est un homme qui a aujourd'hui une 60aine d'années, qui est comme un cadre, qui a vécu, qui sait compter, effectivement, bon voilà, très bien. Mais il va bien surtout politiquement, là, on a fait une belle semaine. On va parler de la suite. Présenté des projets de loi. Tous les matins, tenez, la question pas pour sa santé. La question haute devant les caméras, on va en parler. C'est off, hein, entre nous. Allons-y, plus personne n'écoute. À part faire changer les codes vestimentaires à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que la France insoumise a fait depuis 7 mois ? Elle a fait beaucoup. Elle a permis qu'il y ait une opposition populaire qui existe dans ce pays, que la voix de l'humanisme, de l'écologie se fasse entendre. Mais concrètement ? Concrètement, vous savez, on est minoritaire, c'est la 5e République, mais par exemple, cette semaine, le 1er février, on a présenté 5 projets de loi. République En Marche, par sectarisme, ils ont tous rejeté, qui étaient sur le burn-out, reconnaissance comme maladie professionnelle. 400 000 personnes aujourd'hui sont blessées psychologiquement, physiquement par un surmenage au travail. On voulait que ça devienne une vraie maladie professionnelle. Sur le traité CETA, mais tout est bloqué, donc en fait, ça sert à rien. On a affaire à une bande de sectaires, d'illuminés, qui sont la République En Marche. Nous, on fait notre travail. C'est quand même le paradoxe, c'est que, si vous voulez, par rapport à ce qu'on représente, le système électoral, la 5e République, nous sous-représente. Mais on fait le boulot, on est parmi les députés les plus travailleurs à l'Assemblée nationale. Les 17 du groupe France Insoumise, on est dans les 80 premiers tous. On fait du bon travail, on est présent. Mais les textes n'aboutissent pas. Mais ça, c'est aux Français d'en juger. D'ailleurs, il y a 2 élections partielles où les 2 députés En Marche ont été battus. Et nous, on est 3e position. C'est pas la France Insoumise, c'est les Républicains qui ont gagné ces élections. Oui, mais nous, on a progressé aussi, on repasse devant le Front National. Mais moi, je peux rien faire. Je suis un démocrate, hein, vous savez. Donc, je fais mon travail de porte-voix. Vous m'en donnez la possibilité.
Et c'est Je peux fini. avancer des idées. Allez, à Merci bientôt. beaucoup. Merci Alexis Corbière. La suite de la matinale.